J'invite les autres qui continuent à tergiverser à leur emboîter le pas. C'est de cette manière qu'ils pourront contribuer significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition de la coordination nationale du PDDRCS, qui vient d'être redynamisée par la désignation de nouveaux animateurs. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Tandis que pour d'autres, il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, à travers la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir Je disais, s'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Parallèlement à l'option de retrait des forces internationales présentes, le gouvernement a relancé un processus de raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de pays et d'organisations dans la sous-région et bien au-delà pour soutenir les efforts de restructuration de notre appareil de sécurité et de défense. Les partenariats tissés dans ce cadre couvrent notamment les domaines de la diplomatie militaire, de la formation et des opérations sur lesquelles je me suis étalé précédemment. Pour ce qui est de la diplomatie militaire, quasiment muette depuis la fin de la Deuxième République, j'ai décidé de procéder à sa réactivation à travers la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près les missions diplomatiques de notre pays, dont une vingtaine va connaître incessamment un début de déploiement. En termes de formation, l'école de guerre de Kinshasa, rendue opérationnelle il y a 3 ans, bénéficie aussi d'un partenariat de qualité et appartient désormais
au réseau d'écoles de guerre francophones. Sa montée en puissance contribue efficacement à la formation d'officiers supérieurs capables d'assumer des fonctions de haut niveau. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, notre Constitution fait de notre pays, en son article 1er, un État de droit. Par l'évocation de cette disposition, je réitère mon attachement, comme celui de nombreux concitoyens ici présents et encore vivants, à la protection ainsi qu'à la pleine matérialisation de cet idéal. À ce propos, je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie comme martyrs, révélés ou héros dans l'ombre au nom de cet idéal, je rappelle, l'État de droit. En tant que première pierre du socle sur lequel sont posés les fondements de notre nation, l'État de droit repose lui-même sur un autre pilier tout aussi premier, placé dans la devise de notre pays, à savoir la justice. C'est dire que la meilleure garantie de l'État de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace. Un appareil capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous, sans exception, au droit, suivant le principe de l'égalité de tous devant la loi. En effet, c'est la justice qui élève la nation, dit-on. Fort de ce postulat, dès le début de mon mandat, mon engagement d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice dans notre pays a été confronté à 3 défis majeurs. Le premier défi était celui des moyens humains insuffisants pour assurer une couverture judiciaire satisfaisante du territoire national au regard des effectifs disponibles. Le second défi était celui lié à l'extrême insuffisance de moyens financiers disponibles au vu de la modicité du budget alloué à l'administration de la justice. Le troisième défi était celui relatif aux moyens matériels quasi inexistants, faute d'infrastructures appropriées pour permettre d'une part à nos magistrats de dire le droit dans les bonnes conditions et d'autre part aux condamnés de purger les peines leur infligées dans un cadre pénitentiaire propice et respectueux des droits humains. À ces 3 défis majeurs précités s'ajoute la crise morale qui n'a pas épargné ce corps voulu élitiste. Face à ces défis, des actions appropriées s'imposaient. Parmi ces actions, il y a lieu de compter en regard des défis susmentionnés le recrutement sur concours de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires, dont le premier groupe nommé et formé sera déployé dans quelques jours. L'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Le renforcement de la discipline des magistrats par l'opérationnalisation des chambres provinciales et nationales de discipline. Et enfin, les réformes structurelles pour lutter contre l'impunité. L'objectif ultime poursuivi est l'amélioration de la qualité de l'administration de la justice comme service public, ainsi que la restauration de la confiance entre le justicier et le justiciable. Car il ne suffit pas que le droit soit dit, faut-il encore que nous parvenions tous au constat suivant lequel le droit, alors le bon, a été dit. Avec le recrutement réalisé, auquel s'ajoute la réhabilitation des magistrats maladroitement révoqués ou démis de leurs fonctions dans l'inobservance de leurs droits, le service public de la justice, dont l'offre était depuis plusieurs décennies en deçà de la moyenne universellement admise, c'est-à-dire celle voulant qu'il y ait un magistrat pour 33 000 personnes, s'est vu sensiblement amélioré. Dans le même ordre d'idées, j'ai signé le 15 août dernier une trentaine d'ordonnances d'organisation judiciaire afin d'insuffler une nouvelle énergie dans la gouvernance de la justice
suivant mon engagement de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Conseil supérieur de la magistrature est donc interpellé dans son management pour la gestion orthodoxe des ressources humaines en déployant équitablement les effectifs dans différents ressorts. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, il s'y est de souligner qu'en s'assurant de la mise en œuvre de l'annexe 2 de la loi organique portant statut des magistrats relative au barème de leur rémunération, des efforts significatifs sont déployés afin que le traitement actuel, qui a connu une amélioration, passe du simple au double dès le prochain exercice budgétaire. Le Parlement devrait s'engager à l'instar du gouvernement, à doter le pouvoir judiciaire de moyens de son action. J'en appelle aussi à une action concertée entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature afin de finaliser le projet de création de nouveaux tribunaux de grande instance destinés à rapprocher la justice des justiciables. Par ailleurs, en ce qui concerne la discipline des magistrats, il s'y est de constater que les actes ou comportements de certains opérateurs judiciaires ont été constamment décriés par la population. Assez souvent, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, j'en ai appelé à la rationalisation du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette rationalisation a commandé au Conseil supérieur de la magistrature de veiller notamment à ce que désormais ne soit retenu et proposé lors des mises en place que seuls les meilleurs magistrats. Ceux engagés à transformer l'image écornée de la justice et par ricochet à relever le défi de la restauration de la confiance du peuple en la justice. Il va de soi que les brebis galeuses devraient subir des sanctions exemplaires. Répondant à cet appel, le Conseil supérieur de la magistrature m'a proposé, au cours du mois d'août 2023, une série de sanctions à l'encontre de plusieurs magistrats civils et militaires. Certains ont été révoqués et d'autres démis de leurs grades et fonctions. Ces décisions ont touché les magistrats de tous rangs confondus, civils et militaires, du siège comme du parquet, de l'ordre judiciaire comme administratif. Cependant, la sanction ne saurait être efficace si les chambres de discipline peinent encore à fonctionner pleinement faute de moyens. Mon engagement à l'amélioration de l'administration de la justice se matérialise également à travers le programme de construction d'infrastructures pénitentiaires. En effet, la surpopulation carcérale, la sous-alimentation, sinon la malnutrition de nos compatriotes en détention, la vétusté et l'état de délabrement très avancé de nos établissements pénitentiaires hérités de la colonisation sont une des grandes préoccupations du gouvernement. Dans le souci d'y donner une réponse durable, de nouvelles orientations ont été conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation. Il s'agit notamment de la détermination des autorités qui interviennent dans la chaîne de livraison et de réception des vivres, des non-vivres, ainsi que des produits pharmaceutiques dans les différentes structures pénitentiaires. À titre illustratif, à la prison centrale de Makala, 11 pavillons sont en cours de réhabilitation.
11 autres nouvelles prisons seront construites dans les tout prochains jours, le dossier y relatif étant déjà bouclé. D'une capacité d'au moins 2500 détenus, ces établissements pénitentiaires seront érigés dans les chefs-lieux d'anciennes provinces, en majorité, sur financement du gouvernement central, pendant que 2 d'entre eux le seront sur base d'un contrat de partenariat public-privé, suivant le modèle type de prison moderne, comprenant des espaces destinés à l'apprentissage des métiers et aux travaux des champs. C'est le cas des prisons des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À ce jour, 2 prisons sont en cours de réalisation, à savoir une nouvelle prison centrale à Maluku et à Sake au Nord Kivu. Dans le chapitre de la gestion des contentieux en rapport à notre pays, je me félicite des efforts déployés par le gouvernement à travers le ministère de la Justice, avec le concours de mon cabinet, pour assurer un suivi satisfaisant de certains dossiers importants. Au titre des retombées positives, il y a lieu de citer l'arrêt de la Cour internationale de justice relatif à la condamnation de l'Ouganda au paiement échelonné sur 5 ans de 325 millions de dollars américains au profit de la République démocratique du Congo pour les activités armées du dit État à Kisangani en l'an 2000. Ces mêmes efforts ont permis à l'État congolais de récupérer en 2022 des actifs miniers et pétroliers et au Trésor public d'encaisser des fonds considérables, le tout pour une valeur globale estimée en milliards de dollars américains dans le cadre de négociations responsables entamées entre les groupes Ventora, Glencore et Tenke Fungurume Mining. Au chapitre de la lutte contre l'impunité, il convient de signaler également, du point de vue international, la signature d'un mémorandum d'entente avec le procureur de la Cour pénale internationale. En outre, sous la supervision d'un compatriote qui nous fait l'honneur de siéger à la Commission du droit international, la CDI de l'ONU, notre équipe de plénipotentiaires a participé à la conférence diplomatique sur l'adoption d'une convention internationale multilatérale sur la collaboration judiciaire et les enquêtes en matière de crimes internationaux qui s'est tenue à Ljubljana, en Slovénie. Par ailleurs, la mise en place d'une task force justice internationale sous l'autorité du ministère de la Justice vise à offrir à l'État un outil technique à son front judiciaire pour les actions engagées, notamment contre ces criminels et agresseurs devant des instances internationales dont la Cour pénale internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de la Communauté d'Afrique de l'Est et bien d'autres. Ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule « Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo ». C'est dans cette logique je disais, ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule « Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo ». C'est dans cette logique que la République a apporté son soutien à plusieurs compatriotes qui ont concouru à certaines fonctions internationales, ce qui n'était plus possible depuis plusieurs décennies. Au niveau national, je signale la promulgation en septembre dernier de 2 ordonnances-lois, l'une modifiant et complétant le Code pénal
et l'autre modifiant et complétant le Code de procédure pénale avec un accent particulier sur la question de la prévention et de la répression des violences basées sur le genre, sur le droit à un accompagnement psychosocial et sur la gratuité des frais de procédure désormais à charge du Trésor public. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, comme vous le savez, les droits de l'homme constituent une dimension sacro-sainte de l'État de droit. C'est pourquoi des efforts significatifs ont été consentis pour honorer les engagements du pays en la matière, en dépit des nombreux défis auxquels il est confronté, notamment dans les zones en conflit. Au cours des derniers mois, un intérêt particulier a été accordé à la justice transitionnelle et réparatrice. À cet effet, les consultations nationales sur la justice transitionnelle ont pu se tenir dans 14 provinces et la Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation du Kasaï central a débuté ses travaux. Dans le souci de lutter efficacement contre l'impunité et rompre définitivement ce sceau, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant notamment la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, chargé d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies au combat, sans répit, contre l'impunité des auteurs de ces actes odieux. J'avais pris l'engagement d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement à la suite de la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles. Cet addendum me recommande, en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive, Cet addendum me recommande, en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive, la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes. Pour donner effet à cet engagement, j'ai promulgué la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes, dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote, porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. Cette compatriote, je la cite, c'est la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru. Dans la même perspective, voilà, je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif
S'il vous plaît. Je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes, dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. J'ai cité la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans la même perspective, un Fonds national de réparation pour les victimes, le FONAREV en sigle, a été créé et placé sous la tutelle du ministère des Droits humains. Il s'agit bien d'une réponse institutionnelle du gouvernement à ce fléau. Ce fonds, dont j'ai signé l'ordonnance portant nomination de ses animateurs, est déjà opérationnel. Pour compléter ce dispositif institutionnel, j'ai récemment nommé les 27 membres de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA-VAR. Placée sous mon autorité directe, cette commission est un outil important dans l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes et politiques de réparation par le Fonds, ainsi que des réformes sur la justice transitionnelle. Le lancement officiel, sous mon autorité, le 2 août 2023, des commémorations du génocide congolais pour des fins économiques, le Génocost, en mémoire des millions de ces Congolaises et Congolais victimes d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles, a couronné cet engagement spécifique. Pour être plus complet dans la protection et la promotion des droits des groupes vulnérables, j'ai promulgué la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Des mécanismes institutionnels d'implémentation sont en cours d'installation afin de procurer à cette catégorie de nos compatriotes de réelles opportunités pour leur intégration socio-professionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, après la chute du monopartisme le 24 avril 1990, le processus de décentralisation constitue aujourd'hui la grande réforme qui affecte sensiblement l'organisation territoriale et administrative de notre pays. À ce jour, la décentralisation est effectivement en cours. Plusieurs étapes telles que prévues par le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation ont été franchies avec succès et l'exercice démocratique est palpable dans toutes les provinces. À ce propos, je voudrais saluer l'apport des autres corps constitués de la République engagés aux côtés du gouvernement et renouveler par la même occasion notre ferme engagement de poursuivre tous ensemble et sans relâche le processus de décentralisation en République démocratique du Congo, car il y va de la bonne santé de notre démocratie et de notre développement national durable. En effet, l'effort politique est perceptible, d'une part, à travers la remise en place du ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles, et d'autre part, à travers l'engagement d'organiser les élections municipales et locales durant l'actuel cycle électoral. Pour mieux concourir à sa mise en œuvre, ma stratégie est d'encourager la conclusion d'un partenariat entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers disponibles. Ce partenariat aura comme finalité l'aboutissement heureux
du processus de mise en œuvre de la décentralisation afin que la démocratie, la gouvernance et le développement local soient effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, lors de mon investiture en janvier 2019, j'avais promis de faire de la presse libre et responsable le véritable quatrième pouvoir de notre pays. L'état des lieux de l'exercice de la liberté de presse établi à mon investiture révélait une grille de 4 défis majeurs auxquels s'affrontait mon engagement. Ces défis étaient les suivants. La loi numéro 22-002 du 22 juin 1996 présentait plusieurs faiblesses, essentiellement tirées de son caractère exagérément répressif et incomplet, plus liberticide et inadapté. L'inefficacité des instances de régulation et d'autorégulation à faire respecter la déontologie et l'éthique professionnelle, l'absence d'un vrai statut de professionnel des médias capable de protéger la profession de l'intrusion de personnes sans qualité et la pénalisation des délits de presse. À ce jour, la situation de la presse se porte de loin mieux qu'hier et je m'en rends compte personnellement lorsque chaque année, avec les journalistes, je participe à la célébration de la Journée internationale consacrée à la liberté de la presse. En l'espace de 4 ans, nous avons gagné 30 places dans le baromètre mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Tout est donc mis en œuvre pour consolider cette nouvelle dynamique afin de permettre d'une part d'opérer l'assainissement du secteur des médias et d'autre part d'assurer la professionnalisation des journalistes. Mon action politique dans ce domaine s'est essentiellement orientée vers 2 objectifs, à savoir la réforme du cadre normatif et institutionnel de l'exercice de la liberté de presse ainsi que la sécurité du journaliste. Concernant le cadre normatif, la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de la majorité des 80 recommandations formulées lors des États généraux de la communication et médias organisés en janvier 2022. 27 ans plus tard, avec la promulgation de cette ordonnance loi, les bases d'un nouveau paysage médiatique ont été posées. Cette fondation favorise l'exercice d'une presse réellement libre, renforce la protection des journalistes et pose les fondements nécessaires au développement des médias viables et stables. En outre, il prend en compte les exigences imposées par les nouvelles catégories des médias, dont la presse en ligne, les médias associatifs, communautaires et confessionnels. Il définit et renforce le rôle de l'instance en charge de l'autorégulation. Par ailleurs, le gouvernement s'est doté pour une première